les 4 dimensions qui me semblent importantes aujourd'hui et au regard de ce qu'on vient de vivre dans l'année 2020. La première chose, c'est le processus de formation, le mode opératoire, le parcours de formation, donc tout ce qui est de l'ordre du process. Le deuxième point qu'on abordera ensemble, ça concerne les modalités. Ce n'est pas tout à fait pareil. Les modalités au sens de ce qu'on peut mettre en œuvre en termes de mode d'intervention, de lieu et de temporalité, la pédagogie, et du coup je traiterai la question de la posture en même temps que la pédagogie, et puis la question de l'information et de la communication, qui peut, en tout cas ces deux éléments peuvent paraître moins importants, mais ils sont essentiels parce que c'est là qu'il peut y avoir d'emblée appétence ou pas. Ça ne sert à rien de multiplier les plaquettes d'informations sur la formation aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que le public accède à l'information, à la communication. Je ferai référence à la FEST, je pense que ça parle à tout le monde. Donc le premier élément sur le processus de formation aujourd'hui, il est à re-questionner sur au moins 3 axes. Le premier axe, c'est l'accessibilité. Je voulais faire référence à une étude. Je travaille beaucoup avec la Normandie, donc je suis désolée, je suis de l'Est de la France, mais je fais référence encore à la Normandie. L'animation régionale des missions locales de Normandie qui a fait un sondage, une grosse étude auprès de 2000 jeunes accompagnés par la mission locale sur la question de la formation. Et ces jeunes disent plusieurs choses. La première chose qu'ils disent, en fait, la formation, c'est un ralentisseur. C'est un ralentisseur par rapport à l'emploi. C'est-à-dire que ça ralentit la possibilité d'accéder à l'emploi. Je ne le pense pas, mais leur pensée, c'est de dire que c'est un temps qui empêche d'accéder tout de suite à l'emploi. 1 sur 2 s'estime suffisamment formé pour trouver un emploi. Donc, ils considèrent qu'ils savent ou qu'ils se débrouilleront en situation. Pour 84%, ils trouvent que la formation, elle est trop longue. Pour eux, le modèle idéal, c'est 3-4 mois. Et puis, surtout, que le délai pour accéder à une formation est trop long. Quand en mettant sur Internet faire une pâte feuilletée, dans la seconde, j'ai plusieurs tutos pour pouvoir réaliser ma pâte feuilletée. Donc, je voulais simplement donner quelques chiffres propres à une région, et puis de 2000 jeunes, hein, c'est pas énorme, mais ça montre premièrement que dans le processus, il faut réfléchir à l'accessibilité. Pour beaucoup, aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Ça a été dit par Axel, il faut qu'il y ait la possibilité de confiance, mais surtout, il y a plein de verrous sur la formation. C'est hyper sélectif. Je ne critique pas les organismes de formation, hein, loin de là, je suis organisme de formation aussi, mais du côté du public, il y a effectivement trop de verrous. L'attente est trop longue pour pouvoir accéder. Sur certaines formations, on peut attendre 9 mois. 9 mois aujourd'hui, en 2021, après l'année 2020, ça ne tient pas. Ça ne colle pas pour une majorité. Alors on va dire, oui, les plus motivés tiendront. Non. Ça n'a pas à voir avec effectivement la question de la motivation. Donc, premièrement, l'accessibilité, la durée, je l'ai évoqué, la moyenne aujourd'hui acceptée pour la majorité de la population, c'est 3-4 mois. Et on va voir qu'on va mettre en concurrence aujourd'hui des parcours longs, si je peux l'exprimer comme ça, à travers boulanger, ouvrier de boulangerie, en boulangerie. Pour être boulanger aujourd'hui, CAP de 2 ans. À travers la FEST, action de formation en situation de travail, on peut être ouvrier en boulangerie dans une boulangerie, alors je ne vais pas dire industrielle parce que c'est négatif, mais Ange, Marie Blachère, si ça vous parle, je pense qu'il y en a autour de chez vous. Et on a une formation de 110 heures et on devient ouvrier en boulangerie. Donc ça réinterroge la question, bien sûr, de la pédagogie, de ce qu'on apprend. Est-ce qu'on forme métier? Est-ce qu'on forme poste? Est-ce qu'on forme emploi? Mais pour une partie de la population, devenir boulanger n'a pas toujours un sens. Et puis pour une autre partie, au contraire, devenir boulanger, être artisan, faire son pain du début à la fin, avec la commande de la farine chez le meunier jusqu'au moment où on vend son pain, a du sens. Mais je ne sais pas comment est développée la FEST dans votre région, mais sur la Bourgogne-Franche-Comté, dans ma région, il y a un développement de la FEST et c'est vraiment via en concurrence. Du coup, ça réinterroge l'accessibilité et la durée. Troisième élément, l'inédit. Ce qu'attend aujourd'hui, ce qu'attend le public, c'est la personnalisation. On en parle depuis des années, l'individualisation de la formation. Ça va au-delà. C'est quelque part, elle est pour moi. Donc, si elle est pour moi, on y met quoi dedans? Et par exemple, les conseillers en formation, l'AFPA, il y en a peut-être parmi vous, la RIG Bâtiment, si ça vous parle, ils ont développé des fonctions de maître d'œuvre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont mettre en place un parcours ad hoc, un parcours vraiment adéquat en termes de durée, de modalité, de mode, de rythme, avec donc un parcours qui est bien singulier à la main de l'apprenant. On en parle depuis des années, c'est pas nouveau.
ça devient extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les gens souhaitent personnaliser. Ils achètent une voiture avec des rétroviseurs bleus, un toit à damier. Donc, ils personnalisent, customisent tout. On customise les tasses, on customise son tapis de souris. Donc, on met quelque part à sa main. Donc, la question de l'inédit est l'essentiel. Et puis, juste petite illustration par rapport à ça, on va voir son conseiller clientèle en banque en quoi? Eh bien, on va voir son conseiller clientèle en banque quand on est face à une situation complexe. Le reste, on se débrouille. On fait tout seul. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir accès à quelqu'un qui sait mieux que nous dans les situations non complexes, donc dans les situations, on va dire, qui ne sont pas inédites. Je ne sais pas si ça vous parle un tout petit peu. L'idée demain, c'est peut-être que la formation, le formateur devient un peu un courtier, comme les courtiers en assurance, un courtier de quelque chose. Je ne sais pas si les termes, ça peut être un peu provoque, on y reviendra si vous souhaitez. Troisième axe, la pédagogie. La pédagogie avec 3 dimensions, l'usager contributeur, je l'ai évoqué tout à l'heure, comment le public peut être plus encore qu'aujourd'hui partie prenante du contenu, partie prenante du déroulement, être associé à la construction. Alors, sur toutes les actions de formation, ça ne peut pas le faire. Hein. Si je vais être formée ébéniste et que j'ai envie de travailler le carrelage, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut rester dans un cadre. Mais l'usager, beaucoup plus contributeur avec, en gros, le développement du pédagogie inversée, Montessori, si ça vous parle, d'être dans des logiques où il est plus acteur de quelque chose. C'est-à-dire qu'on commence par le faire, je vais venir juste après, et on amène la théorie après. Et puis, l'importance de la pédagogie. Alors, la pédagogie, c'est quoi? C'est l'apprenance entre pairs. Comment on peut essayer de développer l'apprenance entre pairs, et ça fonctionne dans plein de domaines, vous avez sûrement plein d'exemples. Le deuxième axe sur la pédagogie, c'est la mise en scène. Est-ce qu'on ne devient pas, en tant que formateur ou organisme de formation, un peu scénariste? La mise en scène, elle a d'autant plus d'importance aujourd'hui que tout se met en scène sur Instagram, sur en gros tous les réseaux sociaux, on met en scène ce qu'on est en train de manger. Moi, le registre de la mise en scène, c'est comment on scénarise, comment on construit un escape game pour apprendre quelque chose. Un serious game, si vous voulez, peu importe, hein, mais comment on décentre le public avec une base ludique où il y a une mission. Ce qui va nous être présenté tout à l'heure par Élise et Nancy, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a réellement, pour moi, une scénarisation, mais pas une scénarisation au sens d'un film, au sens où on invente effectivement en situation, on utilise des médias qui sont effectivement des médias utiles. On fait du détournement pédagogique. Et la mise en scène est essentielle dans l'accompagnement comme dans la formation. Le dernier axe sur la pédagogie, il y en a plein d'autres, mais je fais le choix de 3, c'est la dimension expérientielle. En gros, pensée terrain, pratico-pratique. On parlait tout à l'heure de la différence avec les publics. Les jeunes Z sont dans l'expérimentation à fond. On est Z quand on a entre 8 ans et 24 ans aujourd'hui. Public mission locale, hein, public aujourd'hui avec des financements, un jeune, une solution. Expérimentation avec le droit à l'erreur. Se tromper fait partie d'apprendre comment on réintroduit le droit à l'erreur, avec un temps de retour d'expérience qu'on appelle aujourd'hui réflexivité. Tout ça, c'est présent dans la FEST. Et puis l'idée de la reconnaissance, de la valorisation. La région d'à côté travaille beaucoup sur les open badges. Comment tout ce qu'on fait dans l'apprenance permet d'être, si ce n'est pas badgé, en tout cas reconnu, valorisé, avec une dimension aujourd'hui très simple pour le public, l'opérationnalité. Comment on pense opérationnel? C'est-à-dire qu'on puisse effectivement développer des compétences, apprendre, mais pour pouvoir faire. Et la majorité de la population, j'ai pas insisté tout à l'heure quand j'ai parlé du temps, rapport au temps modifié, c'est le tout de suite. Alors, on devient moins patient, mais le tout de suite, c'est qu'il faut que ça me serve maintenant. Et on est en période un peu particulière, mais en 2019, les formations nouvelles qui ont très bien fonctionné, c'est celles où tu apprends, par exemple en cuisine, hein, faire un cours de cuisine, mais je fais en même temps. Pourquoi Cyril Lignac, il a battu des records sur M6 le soir, je ne sais plus, vers 19h, parce qu'il a fait à manger en même temps. Parce qu'il a appris à faire un foie gras à la vapeur, peu importe. Hein, mais si vous avez regardé, si vous n'avez pas regardé, juste une illustration, je ne fais pas de pub pour M6, loin de là, mais c'est le faire avec la dimension opérationnelle. Et puis, je voudrais terminer avec l'information et la communication sur la formation, avec 4 dimensions. La première, c'est la simplification. Plus c'est complexe, moins on y va. Aujourd'hui, on dit c'est 3 clics. Hein, au-delà de 3 clics, on ne va pas plus loin. Et je vous inviterai à regarder ce qu'a fait l'OPCO Acto
pour faire des vidéos pour permettre de comprendre la fesse. C'est une vidéo de 3 minutes, un petit peu détournée, décentrée, mais qui permet de comprendre l'action de formation de situation de travail, il y a quoi dedans. Donc je pense que l'idée, avec les informations importantes et la pensée brève, permettent plus facilement d'accéder à de la formation. Vous avez peut-être ou pas, je ne sais pas, un numéro vert. Il y a des régions, il y a un numéro vert, on appelle, on a de l'information. Par contre, quand on cherche de l'information sur la formation, ça peut être un peu compliqué. Illustration avec un jeune homme qui peut être embauché par son employeur. Il a 21 ans, il n'a aucune expérience technique. L'employeur s'occupe du traitement de l'eau, notamment Culligan, si ça vous parle, voilà, ce registre-là. Et puis, il cherche une formation pour lui donner les bases. Et l'employeur se pose la question, je vais où? Donc, il est allé sur Internet, il est allé sur le Cariforef, ce n'est pas de votre région, mais sur le Cariforef, il a trouvé plein de formations. Et il a appelé, on lui a dit, il y a une information collective, mais pas avant le mois de mars. Ça veut dire qu'il est un jeune qui peut prendre en contrat de professionnalisation. Là, tout de suite, tout est fait. Il n'y a plus de question d'insertion d'emploi. Et on lui dit, donc il a contacté 3 organismes, on ne fait rien pour l'instant. On ne va pas relancer de formation, notamment électricité, plomberie, ainsi de suite. Donc, il fait quoi? Et là, on voit que c'est l'engagement du public, mais c'est aussi l'engagement de l'employeur. La question de la simplification, la question effectivement de l'accès à la formation basique, qu'est-ce qu'on peut déjà travailler avec lui en attendant peut-être une information collective. Autre élément, donc il y en a 4. Le deuxième, c'est la crédibilité. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Les informations, les données sur la formation sont passées au crible de la crédibilité. Est-ce que je peux y croire? Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit? Est-ce que c'est sûr? Ça veut dire que le capital réputationnel, alors je vais le dire comme ça, de la formation, de l'organisme de formation, c'est un enjeu aujourd'hui. Juste illustration du CPF. À partir du moment où je fais une formation en utilisant mon CPF, là je ne parle pas de public éloigné en général, et que je note l'organisme, qu'est-ce que je note, qu'est-ce qui est mis en avant, qu'est-ce qui va m'aider demain à m'engager. Et la question de la crédibilité, elle est vraiment importante, c'est-à-dire est-ce que ce qui est écrit là est crédible? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Plus on est dans le doute, plus c'est compliqué. Qui va aider à amener la crédibilité? Le principe qu'on a évoqué tout à l'heure, les experts qui vont redonner confiance, experts UXPIRS, c'est-à-dire que ceux qui sont passés par là, le témoignage, c'est-à-dire que ceux qui peuvent nous inspirer et à qui on peut faire confiance vont nous amener une information et une communication qui n'est et moins filtrée, donc qui apparaît tout de suite beaucoup plus crédible. Le dernier élément, c'est ce qu'on appelle les bénéfices singuliers. Je vois beaucoup d'informations et de communication sur la formation qui met en avant les caractéristiques et les avantages de la formation, mais peu les bénéfices. Je ne sais pas si on peut faire la différence entre les trois. Je vais essayer d'illustrer avec le micro-ondes. Le micro-ondes a plusieurs caractéristiques, dont une caractéristique, c'est de la cuisson, notamment avec des ondes et de la vapeur d'eau. Ça, c'est une caractéristique du micro-ondes. L'avantage, c'est qu'il cuit vite. OK. Mais ça concerne tout le monde. Je m'en fous. C'est intéressant, mais ça ne va pas m'aider quelque part à m'engager. Par contre, de savoir que quand mon fils me dit « Maman, j'ai oublié de te dire, il faut faire un gâteau pour l'école », et qu'en 9 minutes, je peux faire un gâteau au chocolat, là, ça va devenir intéressant. Ça veut dire qu'en termes de com, il faut qu'on puisse s'appuyer sur ce qu'on appelle les bénéfices singuliers. C'est-à-dire que ce que ça va permettre à chacun, et pas les avantages en général. Je peux le faire avec le TGV. Le TGV, en gros, le train à grande vitesse, OK, il va vite, c'est une caractéristique. L'avantage, c'est qu'il peut relier Belfort à Paris en 2h20. Ouais, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui va être intéressant? Moi, je peux partir de chez moi le matin et rentrer le soir. Alors qu'avant, j'avais 4h30 et j'étais obligée de partir la veille. Je passe l'idée du singulier, c'est ce que ça va m'apporter. Et là, je fais le lien avec les bénéfices. C'est-à-dire que la communication sur la formation, et là, je ne suis pas sur la pédagogie et tout ça, doit donner à voir ce qu'on peut gagner individuellement, singulièrement. Et ça, c'est compliqué en termes de com. Ça veut dire que peut-être il faut passer par un sondage, peut-être il faut passer par les témoignages qu'on a évoqués tout à l'heure, mais la crédibilité est pas liée à ça m'a plu, c'était intéressant, mais à ce que ça a permis après, même si c'est pas transformé, c'est-à-dire que je me suis formée en tant que chauffeur routier, je suis plus chauffeur routier, je travaille dans un centre de logistique, mais voilà ce que ça m'a permis.